de la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bon, association, c'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, le Bnei Akiva, c'est un mouvement de jeunesse, Bnei Akiva mondial. Et nous avons le plaisir de recevoir Arik Speaker, le Rav Arik Speaker. Il a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la casquette, en tout cas le poste qu'il occupe au sein du Bnei Akiva mondial, puisqu'il dirige le département éducatif du mouvement. Bonjour, Arik Speaker. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bon. Baruch Hashem. Super. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant parce que le sionisme mondial est confronté à de nombreux challenges. Et on parle souvent d'une exception. C'est un peu comme l'exception culturelle au cinéma, mais là, pour le coup, c'est dans le domaine de la communauté juive de France. Elle est apparemment, il faut la traiter de différentes façons parce que le sionisme est vécu en France pas tout à fait pareil, pas tout à fait de la même manière que dans le reste du monde. Et ça paraît incroyable. Tout à fait. Donc, il y a effectivement une exception française. Je vais tout de suite expliquer. Ah, c'est français, c'est des révolutionnaires, c'est fou. Je vais tout de suite expliquer pourquoi. Tout d'abord, la vue sur ce thème-là, je ne me vois pas personnellement comme un grand spécialiste du judaïsme français. Vous êtes un éducateur et puis vous les rencontrez forcément. Tout à fait. Et je pense que de ce point de vue, le Bnei Akiva mondial a quelque part un peu un avantage ou un atout pour avoir une vue générale. Il s'agit, donc le mouvement du Bnei Akiva va fêter l'année prochaine ses 90 ans, comme je dirais en tant que Belge, c'est 90 ans. Et donc d'existence en Israël, pas beaucoup moins dans les communautés du monde. Donc il y a c'est le plus grand mouvement de jeunesse juif dans le monde et qui se trouve vraiment partout. Donc de Sydney, Perth en Australie jusqu'en Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Europe, en Afrique du Sud, vraiment partout. Et on voit un peu de tout. Et tout de même, l'organisation, le siège ici en Israël il ne s'agit pas d'une organisation énorme avec des bureaux infinis. On a quelques dizaines d'employés et tout le monde connaît un peu ce qui se passe un peu partout. Donc si l'agence juive a des spécialistes et des départements francophones et Amérique du Nord, etc., je suppose qu'il y a plus un détachement et chacun se concentre absolument sur sa partie. Le Bnei Akiva mondial a une vue très générale et en tant que chef du département éducation, personnellement je suis francophone, mais donc je connais aussi les communautés en dehors de l'Europe et un peu ce qui se passe partout. Et cela nous donne une vue un peu générale. Et ce qui est intéressant dans le cas français, c'est surtout donc, ce que nous on voit dans notre partie du Bnei Akiva, c'est son approche sur l'Aliyah, surtout sur l'Aliyah des jeunes. Donc, pour parler tout d'abord de façon très générale, dans le monde, surtout anglo-saxon, il y a vraiment ce concept de ce qu'ils appellent là-bas le gap year. Donc, l'année qu'il entre, donc après qu'on a fini le bac et avant qu'on entre à l'université, ce qu'ils appellent là-bas le collège. Et c'est tout à fait dans les mentalités de partir à l'étranger, passer un an, de vivre sa vie, même si on ne fait rien, même si on... Exactement. Un an pour soi. C'est normal. Soi, c'est tout à fait normal. C'est l'usage en plus. C'est l'usage. C'est bizarre quand on ne part pas à l'étranger. Exactement. Et d'ailleurs, les parents investissent quand même de grandes sommes d'argent. Même qu'il y a le support de Massa, mais Massa dans les communautés anglo-saxons ne donne vraiment pas beaucoup d'argent, beaucoup moins qu'en France d'ailleurs. Et donc c'est l'usage. Et ils cherchent vraiment des programmes très intensifs. Il y a des programmes super qui sont offerts par toutes les organisations de tous les goûts et toutes les couleurs qu'on peut trouver en Israël. Et ils veulent vraiment ce programme, ils veulent vraiment l'expérience. Mais ils repartent. Ils repartent. Ils ne restent pas, ils ne viennent pas du tout pour faire leur aliyah. Non, pas du tout. Et alors le programme qui est offert est en fonction. On ne trouvera, je pense, aucun programme en dehors des programmes français. Ça, je pense, c'était certainement vrai dans le passé. Je pense que c'est encore toujours vrai aujourd'hui.
c'est qu'il n'y a aucun programme hors dehors des programmes francophones où on fait le psychométrie. Donc on est un an en Israël, on fait pas le psychométrie. C'est très intéressant. Ça veut dire que les programmes post-bac francophones sont très différents de ceux proposés aux étudiants, enfin en tout cas aux jeunes du reste du monde. Voilà. C'est Ici, dingue. donc en France, d'un côté, il n'y a pas ce concept d'un programme d'un an pour une expérience de développement, ce qui est très important. Et ce qui est un Pour peu, les autres. Voilà, ce qui est un peu un désavantage, mais le grand avantage, c'est quand on est accès à Israël, on est accès à l'IA. Si on vient en Israël, c'est Pour passer un an, c'est pour rester. pour passer un an, pour se préparer pour l'armée. Les jeunes font beaucoup plus l'armée en proportion. Ouais. Les jeunes francophones. Les jeunes francophones beaucoup plus l'armée. Les jeunes, et j'ai récemment parlé à tout un groupe de Chayalim Bodedim, donc des étrangers qui viennent faire l'armée en Israël, les programmes Mahal, ce qu'on appelle, les Mitnadve Chutz Laaretz, les volontaires. Alors, ils ne sont pas israéliens, ils sont en général après le bac, ils viennent passer un an, enfin en tout cas faire l'armée, ça dure 1 an et demi je crois. Cela dépend quel programme, mais environ. Voilà, et ils n'ont pas la nationalité israélienne, ils testent en fait, mais ils testent pour rester. Alors voilà, ça c'est le cas des Français. Les Français, sans exception, j'ai parlé aux Français séparément aussi après, ils sont tous axés pour l'IA, et puis pour eux, de façon naturelle, si à l'IA, alors on va à l'armée. C'est logique, c'est naturel. Pour les anglo-saxons, évidemment, à l'autre extrême, on a les Américains. Les Américains, quand on leur demande aujourd'hui, il y a presque personne qui compte faire l'IA. Ils viennent faire l'armée comme programme. Donc il y a ceux qui vont faire du volontariat, qui vont étudier ici ou là-bas. Dans leur programme, eux, ils veulent le programme, l'expérience de l'armée, pour le développement, pour l'expérience. Pas pour rester. Pas pour rester, pas du tout. Pour eux, l'armée, c'est une expérience. Ils choisissent d'aller à l'armée. Les Français, ils vont à l'armée parce qu'on est obligé. Alors, ouais. Et parce que c'est nécessaire avant l'IA, alors ils viennent à l'armée. Alors, quand vous faites le tour des salons, ou des salons consacrés à l'IA, notamment lorsque vous allez en France, ça vous choque à chaque fois? J'étais récemment au grand salon de Massa à Paris, et j'étais au mois de février. Même en le sachant à l'avance, j'étais quand même bouche bée de voir la différence. Donc tous les programmes sont préparation académique, psychométrie, armée. On ne parle au fait... On ne perd pas son temps. On ne perd pas son temps. Mais faut que ce soit, les éducateurs de ces programmes-là, donc ceux qui viennent avec une vue éducative, ils sont quand même un peu jaloux de l'aspect anglo-saxon où l'on comprend qu'il faut une préparation. Parce que les Français, ils ne veulent pas la préparation, ils ne veulent pas perdre le temps. Donc oui à l'IA, ce qui est un grand avantage et très important, mais là à l'IA, alors on n'a accès que sur ce qui est nécessaire. Ok, si on sait aller directement à l'université... On oublie le fait qu'on change de culture, qu'on change de pays. Exact. Et aussi, même sans cela, juste pour les jeunes, ce que les jeunes gagnent avec ces programmes d'une demi-année ou d'un an de développement, d'indépendance, de volontariat, d'études est très central, est très important. Il y a évidemment des Français qui le font, mais pas en grand nombre. Ça évite de perdre du temps après, par la suite, de mieux s'orienter, de mieux se connaître. Exactement. Donc il y a encore... c'est un couteau à double tranchant. Il y a un avantage et un désavantage. On a accès à l'IA, c'est ce qu'on veut, on fait ce qui est nécessaire pour l'IA, mais on ne veut pas perdre de temps. Les anglo-saxons, ils n'ont pas de problème de perte de temps, ou ils ne le voient pas comme perte de temps, ils le voient vraiment comme quelque chose de bien important, mais ils ne sont pas accès à l'IA. Alors, quel est le challenge pour les cadres communautaires en France pour parler comme il se doit et être adapté aux attentes de la jeunesse juive de France ? Alors, il y a le discours aussi est très, très différent. J'étais récemment dans une école juive, je ne vais pas dire laquelle, en France, en rencontrant le directeur, et pour parler du Bnei Akiva là-bas sur place et de Shlichim qui serait Bnei Akiva à l'école, il me dit, moi, qu'il n'y a qu'une chose qui m'intéresse pour les jeunes, c'est qu'une chose qui est importante, c'est qu'ils fassent leur aliyah. On entend ça nulle part, dans une autre école dans le monde, nulle part. Peut-être à l'exception belge, qui est là d'où je viens, qui est aussi très, très, ou Anvers, qui est très, très centré à l'IA, mais quand on parle de grand nombre,
la France étant le troisième judaïsme mondial, c'est là les nombres qui font une différence. Donc Est-ce que vous pensez que, justement, c'est très intéressant ce que vous dites, vous pensez que l'État d'Israël est conscient de cette différence et met les moyens et essaie de mettre des choses en place pour justement s'occuper comme il faut de cette jeunesse juive de France? Je ne suis pas convaincu. Donc il y a, encore une fois, si on regarde l'agence juive, alors l'agence juive, il y a la partie française qui font un travail spectaculaire et qui connaissent vraiment la France. Et c'est ce qu'ils font, mais de façon complètement détachée du reste. Ils n'apprennent pas ce que les autres, les départements anglo-saxons ou ailleurs, font justement de différents et de bien. Et est-ce que les départements anglo-saxons se rendent compte du travail qui est fait par le département de l'agence juive en France? Non, pas du tout. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication, on ne connaît pas cela, et il y a un concept, donc une vue, certainement en Israël, mais aussi ailleurs. Il y a une très grande aliyah française à cause des attentats et de l'antisémitisme. Ce qui est complètement faux, ce qui n'est vraiment pas, à mon avis, cette exception française, en grande partie, ça c'est mon avis personnel, vient bien avant l'antisémitisme et bien après, espérons-le, vient du fait qu'il y a tout d'abord, comparant au judaïsme américain, il y a beaucoup moins de racines au judaïsme français. Il n'y a pas beaucoup de jeunes juifs français aujourd'hui que leurs arrière-grands-parents, tous les 8 arrière-grands-parents étaient tous en France, ou les grands-parents, tous les 4, tous en France, alors qu'en Amérique, c'est la règle. Il y a évidemment beaucoup de jeunes qui sont venus, de jeunes familles qui sont venues récemment, mais la règle, il y a beaucoup plus de racines, et je pense que les racines d'une grande partie du judaïsme français sont beaucoup plus attachées à l'ambiance méditerranée, se sentent beaucoup plus à la maison, encore sans parler de l'aspect vraiment sioniste et juif, mais simplement se sentent plus à la maison dans le climat et l'atmosphère et la culture et la mentalité à Tel Aviv qu'à Paris. Parce que 2 générations avant, ils étaient quelque part de beaucoup plus proches, pas uniquement géographiquement, mais encore une fois, le climat et l'atmosphère d'Israël, du Moyen-Orient. Ça leur rappelle la maison. Exactement. Et ils ont ce caractère et ne se sentent pas vraiment à la maison à Paris. Il y a beaucoup moins de racines. Et c'est rien que cela, et tout ça, c'est ce que tous les Israéliens savent sur les Français, ils cherchent le soleil. Alors, ça, c'est pour la petite histoire, mais pour la grande histoire, on sait très bien que le sionisme, ça commence aussi par les mouvements de jeunesse en France. Vous êtes, bien sûr, vous occupez du Bnei Akiva, on l'a dit. Alors, le Bnei Akiva de France a connu des heures de gloire. Il y a eu des périodes où il y avait plus de 3000 jeunes qui suivaient les activités du mouvement. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Alors, comment ça s'explique? Tout le monde est ici, tous les cadres communautaires sont partis. Il y a un désintérêt, tout simplement, du mouvement de jeunesse. C'est devenu obsolète. C'est plus du tout dans l'air du temps. Les activités papier-crayon, ça marche plus. Quelle est l'explication? Donc, commençons par la fin. Il y a cette explication-là de l'importance, la centralité des mouvements de jeunesse général, mouvement de jeunesse juive, sioniste, en France, qui ont beaucoup moins d'appels que dans les générations précédentes. Ce que je trouve qui est très dommage, et c'est le thème central de la prochaine conférence mondiale. Donc tous les 4 ans, il y a un congrès mondial du mouvement Bnei Akiva mondial. Le thème choisi pour ce congrès mondial, qui va être en janvier, début de l'année prochaine, Bezrat Hashem, c'est les mouvements de jeunesse dans la génération Z, dans la génération des smartphones, etc. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi, si on revient aux différences du sionisme, maintenant regardons le sionisme, surtout le sionisme religieux, il y a une grande différence dans le sionisme religieux anglo-saxon, en Amérique et ailleurs, et le sionisme du modèle français, vraiment 2 extrêmes. Dans le sionisme religieux français, on est sioniste ici en Israël. Moi, des phrases que j'ai entendues de grands éducateurs français, c'est le sionisme, il y a 2 moyens, l'avion ou le bateau, le navire. Le sionisme, il commence à Ben Gurion, c'est là où ça commence.
Et donc, les grands leaders spirituels et les grands leaders de communautés et de grandes masses de jeunes sont partis. Ils sont là. Et une grande partie des leaders du sionisme religieux général en Israël sont des francophones, de grandes figures très importantes. Alors, vous pouvez citer quelques noms. Certainement. Donc, les rabbins, Rav Aviner, et le Rav Zuckerman et le Rav Botchko, etc., dans les domaines rabbiniques, ou les grands professeurs, etc. Il y a un grand nombre de vraiment grandes figures qui sont tous ici. Alors qu'il y a de grandes communautés, ce qui s'appelle les communautés Young Israel, ou communautés Mizrahi, dans le monde anglo-saxon, où ils sont tous là, leurs leaders sont sur place. Le grand leader de la génération précédente, religieux sioniste ou moderne orthodoxe qu'on appelle là-bas, le Rav Soloveitchik, qui est un penseur incroyable et des livres enrichissants, était là-bas. Donc, il y a la Yeshiva University, le tout se trouve là-bas, et on est très à l'aise de cette façon-là, alors que le modèle français est complètement différent. Donc, il y a ce détachement. Quoi ? Ça veut dire que si les cadres, on va dire les cadres communautaires sont partis, ou en tout cas en grande majorité, il n'y a pas, en général, il y a un renouvellement de la jeunesse. Alors quoi ? Le renouvellement, le passage, on va dire, de flambeau ne s'est pas fait, la transmission ne s'est pas fait. Il y a certainement un travail à faire, parce que ce que je dis donc, aux gens qui disent « Ok, alors c'est 3000 jeunes qu'il y avait dans le temps, ils sont tous là, etc. » c'est peut-être vrai. Mais c'est peut-être vrai, mais il y en a d'autres derrière. Ce que je dis, c'est qu'il y a encore toujours, disons, un demi-million de juifs en France, plus, moins. Il y a encore un travail énorme à faire. Et si on a environ 2 fois plus de Chanichim au Bnei Akiva en Italie, à Milan et à Rome, qu'il y a en France, alors qu'il y a, je ne sais pas exactement, 30 fois plus de juifs en France, 20 fois plus de juifs en France qu'il y a en Italie, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Il y a un grand travail à faire. Donc ça, c'est dans notre petit monde du Bnei Akiva mondial, mais aussi de façon plus générale. Il y a un grand travail d'adaptation, merci, à faire là, certainement. Pour aussi dans les agences juives, aussi pour le gouvernement. Donc on parle beaucoup, ce que j'entends souvent dans les discussions des représentants des gouvernements, des comités d'action pour l'Aliyah française. On dit toujours il faut l'équivalent de Nefesh Ben Nefesh français. C'est ce qu'on dit tout le temps. Donc le Nefesh Ben Nefesh, c'est une organisation pour d'absorber... Aujourd'hui, la Kalita. Voilà, exactement. Donc Kalita, donc ça, c'est les choses qu'on entendait dans le temps. Et ce que je disais, c'est oui, mais il faut un Nefesh Ben Nefesh, mais il ne sera pas le même. Parce qu'il ne cherche pas du tout la même chose. Et l'Aliyah est complètement différente. Mon frère aîné est venu après beaucoup d'années, Englewood, New Jersey. Il a fait son Aliyah avec la famille, avec les 4 enfants, à Ra'anana. Ce modèle d'Aliyah est complètement différent de celui des Français. J'ai été très content d'apprendre, justement par ma mère, de Kalita et ce que vous faites. Donc, quand il y a ces organismes, il faut comprendre la différence profonde de ce que les jeunes cherchent, et ce n'est pas vraiment une fonction uniquement d'antisémitisme ou d'atmosphère. Il y a une vraie différence de mentalité qu'il y a d'ailleurs toujours eu. Et les chiffres d'Aliyah sont des fois très positifs. Il y a des années où il y a plus d'Aliyah de France que aux États-Unis, alors qu'il y a environ 10 fois plus de Juifs aux États-Unis qu'en France. Cela dit, je pense plus quelque chose à propos des Juifs américains que des Juifs français. Il y a un travail qu'il faut faire, mais il faut bien l'adapter à cette différence. En tout cas, c'est bien d'en être conscient. C'est important de parler de ce genre de sujet. Bon, c'est des sujets un peu plus généraux, mais qui sont aussi très intéressants, surtout si vous avez des jeunes enfants ou des adolescents qui ont envie aussi de faire leur aliyah. Voilà, alors vous comprenez qu'il faut prendre du temps aussi pour s'adapter. Bien sûr, il ne faut pas perdre son temps en Israël, ça ne va pas avec la mentalité française, mais on peut prendre une petite année pour soi. C'est comme ça qu'on devient israélien, c'est comme ça qu'on apprend l'hébreu. Ça prend du temps de changer de pays, de s'adapter, de changer de monde, de vie, et de devenir un Israélien. Voilà, tout simplement un Juif, un Hébreu, un Israélien.
règne. Merci beaucoup, Merci à vous. Arik Speaker. Rendez-vous pour les conclusions du grand congrès mondial du Bnei Akiva. On espère qu'il y aura des mesures concrètes, voilà, pour aider encore un peu plus à l'Aliyah de France. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer.